et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. L'action sociale religieuse au Cameroun, cadre de la jeunesse du monde, 1972-2022. Le livre est de Floréal Serge Hadjemé. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous les auditeurs de Royal FM. Il faut dire que vous êtes historien camerounais. Vous avez été recruté en 2012 comme assistant à l'école normale supérieure de Yaoundé au Cameroun. Depuis 2019, vous occupez le poste de chargé de cours. Votre principal champ d'intérêt porte sur l'histoire des droits humains. Autre actualité notamment ajoutée à ce CV déjà bien fourni? Disons, je suis auteur aussi des œuvres de fiction. Hein. Oui. Donc, parallèlement à mes études historiques, je fais aussi dans la fiction. Et là maintenant, vous avez choisi d'écrire un livre, L'action sociale religieuse au Cameroun, cadre de la jeunesse du monde, 1972-2022. Dans quel contexte naît la création de cet ouvrage? Alors, il faut de France. Ce mouvement avait pour vocation de faire participer les jeunes à l'action évangélique, à la mission évangélique de l'Église catholique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement va se mettre en veilleuse. Il va donc renaître en 1951, mais sous le nom de Service missionnaire des jeunes. Et c'est donc en 1959 que la conférence et l'œuvre pour la propagation de la foi du Canada crée aussi son service missionnaire des jeunes. Et en 1970, il est rebaptisé Jeunesse du monde. Vous voyez un peu. Oui. Et cette jeunesse du monde arrive donc en 72 au Cameroun par l'entremise de 3 missionnaires canadiens. Il y avait d'une part le frère Paul-André Lavoie qui crée un groupe jeunesse du monde au collège Bullier Nonkolm Banga. Oui. Et parallèlement, sans le savoir, de la congrégation de Notre-Dame de la Foi des Sœurs qui crée donc un groupe jeunesse du monde au collège Sacré-Cœur de Macaque. Et c'était Juliette Bernier et Louise Hébert. Voilà, donc c'est en 1976 que par hasard les 2 premiers présidents de ces clubs se rencontrent et se rendent compte que de part et d'autre, à Macaque et à Billiers, le mouvement existe déjà. Oui. Dans les 2 présidents, il y avait Paul-Aimé Ondoa, qui était le président du club de Macaque, et il y avait Emmanuel Batonga, qui était le président du club de Bullier. Alors, Jeunesse du monde a finalement pour mission, en plus de répandre l'évangile, mais d'être aux côtés des couches vulnérables, en quelque sorte. Oui, parce que dans les objectifs, il y a d'abord l'évangélisation, il y a le partage avec les plus démunis, il y a la lutte contre toute forme de discrimination, et il y a la participation active au développement. Donc ça veut dire que le mouvement ne fait pas que annoncer l'évangile, oui. Parce que dans l'évangile même de Jésus, on dit la foi sans les œuvres est vaine, mais en plus d'annoncer l'évangile, il contribue aussi à relever le niveau de vie des populations démunies. Voilà, et de faire tomber les barrières entre les humains. C'est ça qu'on parle de lutte contre toute forme de discrimination. Oui. Vous avez axé votre livre, votre activité sur 8 chapitres. Pourquoi 8 ? Y a-t-il un symbole particulier autour de ce chiffre-là, ou bien il s'agissait de présenter de façon méthodique aussi bien l'origine que les activités et actions de Jeunesse du monde? Non, c'était simplement de manière méthodique. Il n'y a aucune symbolique sur le chiffre 8. Donc c'est un hasard qui a fait en sorte qu'on se retrouve à 8 chapitres. Mais pour moi, il était question de
de faire un plan thématique qui permettait un peu de ressortir les principaux éléments, les principales œuvres de la jeunesse du monde. Alors, s'il fallait savoir des choses sur la jeunesse du monde, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant à savoir que vous avez décidé de consigner dans l'ouvrage que vous présentez? Alors, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'abord l'action évangélique. C'est-à-dire que il y a des jeunes, ce sont des jeunes chrétiens qui sont appelés à annoncer l'évangile. Or, annoncer l'évangile, c'est se déplacer, aller de quartier en quartier, de ville en ville. Mais comment le faire lorsqu'on n'a pas de moyens? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va annoncer l'évangile. Il faut avoir les moyens pour le faire. Ouais. Et je me suis dit, mais comment des jeunes chrétiens, comme disait Monseigneur Jean-Zois, pour aider, il faut avoir. Tout à fait. Vous comprenez? Et maintenant, pour avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord travailler. Donc, ça veut dire que le mouvement était obligé donc de créer des sources de financement pour pouvoir venir en aide aux personnes, aux populations démunies. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas des évangélistes qui passent le temps à venir simplement demander l'argent aux fidèles, mais c'est des évangélistes qui aident les fidèles à sortir de la misère dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire que ce n'est pas un évangéliste désincarné. C'est-à-dire on prend d'abord conscience des difficultés que rencontrent ces populations. On leur annonce l'évangile, mais on leur permet aussi de sortir de la misère dans laquelle elles se trouvent. Oui. Et d'ailleurs, les actions de jeunesse du monde ont commencé depuis 1972. Oui. Voilà. À travers plusieurs actions. Oui, plusieurs actions. Peut-être les plus importantes. Bon, par exemple, dès les premières années, les jeunes du monde ont décidé de construire un village des lépreux à Mayabat. Voilà, des anciens malades de la lèpre. Vous imaginez qu'après la maladie de la lèpre, on se voit abandonné par sa famille. On ne sait parfois que les jeunes du monde vont aider des paysans dans leur plantation. Il y a par exemple la ferme aussi avicole du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, qui a été construite en 1989 par l'action des jeunes du monde. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'actions quand même. Oui, beaucoup d'actions. Vous avez cité davantage dans l'ouvrage. Alors, comment est-ce qu'on a pu réaliser ce travail? Parce qu'à l'intérieur, vous nous faites savoir qu'il y a eu des témoignages, vous êtes allé consulter des archives ici et là. Cela vous a pris 8 années au total pour pouvoir mettre ensemble l'ensemble de ces informations. Oui, ça n'a pas été facile parce que effectivement, il fallait fouiller d'abord les principaux foyers où le mouvement est né, que ce soit au collège Bullier, donc Mbanga, ou le collège Sacré-Cœur de Macaque. Donc, je me suis rendu dans ces lieux-là. Et aussi dans d'autres, les diocèses et les groupes. C'est vrai que dans notre pays, on n'a pas cette culture des archives. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que ça a été fastidieux. Mais heureusement que chaque année, les groupes jeunesse du monde sont tenus de faire des rapports, d'envoyer les rapports d'activité à l'organisation mère de la jeunesse du monde. Donc c'est pour cela que grâce à une fouille dans les archives du mouvement qui sont situées au niveau de Dakar en haut là, à la centrale des mouvements de l'église catholique, nous avons pu entrer en possession d'un certain nombre de documents. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de facilité? Beaucoup de facilité? Non, c'était... D'abord pour accéder à ces documents. Non, c'était pas facile. D'abord parce que parce que j'ai aussi essayé de chercher dans les archives même de l'église. Bon, souvent, les demandes n'ont pas connu de suite. Je prends par exemple la congrégation des Sœurs de Notre-Dame. C'est cette congrégation-là qui a amené Louise Hébert et Juliette Bernier. Bon, elles, par exemple, n'ont pas voulu participer à l'enquête. Vous comprenez? Il y a aussi certains prélats, certains archevêques qui n'ont pas... Est-ce qu'on doutait de vos intentions finalement? Oui, on doutait. On se demandait pour quelle raison peut-il avoir des informations autour des activités de... Donc, il y a eu beaucoup. Et aussi des jeunes du monde, des anciens jeunes du monde, parce qu'il y a deux catégories de jeunes du monde. Il y a ceux qui travaillent dans les organisations de l'Église catholique
et ceux qui sont, je veux dire, qui travaillent dans des institutions neutres. Bon, j'ai remarqué que ceux qui travaillent dans les organisations de l'Église catholique étaient beaucoup plus réticents à répondre à nos questions, contrairement à ceux qui étaient beaucoup libres, qui travaillaient hors. Donc, je crois qu'ils avaient plus de liberté à répondre à nos questions. Alors, finalement, Jeunesse du Monde, qu'est-ce qui aura fait la force? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez certes de crise, mais qu'est-ce qui aura fait la force d'un tel mouvement qui arrive dans un contexte, et vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, où 40% de la population est chrétienne, 30% musulmane, à peu près 30% est encore attaché à des pratiques traditionnelles. Qu'est-ce qui aura fait que depuis 1972 à 2022, pour le cinquantenaire, que Jeunesse du Monde soit toujours à même d'apporter le nécessaire en termes de la foi, d'évangélisation et même d'action concrète sur le terrain pour le développement? Bon, je crois que moi je mettrais cela à l'actif du dynamisme des pères fondateurs de ce mouvement, notamment le frère Lavoie et les personnes qui l'entouraient. On voit vraiment que c'est des gens qui se sont donnés à cette action. Je prends par exemple le cas de Paul Lemé Ondoa, qui est le premier président national de la jeunesse du monde. Après l'obtention de son baccalauréat, au lieu d'entrer à l'université, il a préféré aller passer 1 an à Mayabat pour se consacrer à la construction de village des lépreux. Vous imaginez? Et après la construction, c'est là qu'il décide d'entrer à l'université. Vous comprenez? Il fallait vraiment avoir beaucoup d'amour. Le sacrifice de soi. Voilà, le sacrifice de soi. Et je pense que les premières générations vraiment avaient l'amour du mouvement et peut-être étaient remplies de foi. Donc, ça fait que le mouvement a essaimé dans beaucoup de diocèses. Monseigneur Jean Zoua, par exemple, je veux dire, était un fan de ce mouvement. Parce que avant même que l'Église catholique, parce qu'il faut savoir que le mouvement a été reconnu en 1988 par la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Mais déjà en 1986, Monseigneur Jean Zoua avait décidé de signer une circulaire qui autorisait le mouvement à exercer dans l'archidiocèse de Yaoundé, parce qu'il voyait vraiment les œuvres que ces jeunes réalisaient. Donc, à chaque fois qu'il y avait un grand événement concernant la jeunesse du monde, Monseigneur Jean Zoua était toujours présent. Est-ce que 50 ans plus tard, finalement, on peut dire que le mouvement, oui, vous l'avez dit, le mouvement s'est émoussé. Est-ce qu'il y a des possibilités de revoir Jeunesse, Monde, revivre comme à ses premières heures? Bon, c'est difficile parce que les temps ont changé. Il faut d'abord savoir que je crois que la chose religieuse semble intéresser de moins en moins la jeunesse. En outre, il faut dire que l'Église catholique est quand même concurrencée par les nouvelles églises, on dit les nouvelles églises réveillées. Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, vous avez parlé d'un groupuscule pour désigner les églises nouvelles. Non, c'est pas très flatteur. Non, c'est pas. Ça commence pas des groupuscules, non. C'est-à-dire qu'on est dans une chambre, on se regroupe à 5 à 10, on commence à mener les actions. Ce sont des groupuscules, parfois qui ne sont pas. C'est pas pour faire la guerre des églises, mais je vais dire que vous savez que beaucoup de ces églises sont dans la clandestinité. Donc, ce n'est pas toujours de recommander. Donc, c'est bien quand c'est des églises officielles que l'administration peut contrôler s'il y a des errements. Peut-être dans le sens de la liberté du culte, aujourd'hui, il y a beaucoup de confessions religieuses. Mais finalement, à qui s'adresse le livre L'action sociale et religieuse au Cameroun de la jeunesse du monde, 1972-2022? Bon, je pense d'abord premièrement au clergé de l'Église catholique. Parce que je l'ai souligné, j'ai observé que dans les regroupements vous savez, la jeunesse du monde organise souvent des camps. Imaginez des grands camps où il y a peut-être 200 personnes, 200 jeunes ou 300 jeunes qui viennent. Et vous constatez que la présence du clergé, alors que ça n'est pas très visible. Donc je pense que le mouvement manque d'un
Donc, je réponds au 675 50 82 61. Vous reprenez le numéro de téléphone. Oui, 675 50 82 61. Alors, Florial Serge Adiemé, s'il fallait dire un dernier mot, peut-être d'encouragement à l'endroit de ceux qui sont engagés depuis plus de 50 ans dans ce mouvement. Alors, je dirais simplement que dans l'heure et dans l'évangile, on dit la foi peut se lever, avec la foi, on peut se lever les montagnes. Donc, je pense que si les nouvelles générations prennent à cœur l'avenir de leur mouvement, je pense qu'ils pourront le relever. Parce que quand je vois l'enthousiasme des premières générations, c'est ça qui a permis au mouvement de se diffuser partout dans le pays. Donc, ils peuvent prendre exemple sur les premières générations pour relancer leur mouvement. Merci à vous d'être passé à la radio. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'est moi qui vous remercie pour la confiance que vous m'avez faite. Merci.